Bonjour tout le monde, bienvenue à ce mercredi du 6 décembre. Vous êtes avec Sylvain Paquette, c'est moi qui serai votre animateur aujourd'hui. Donc, on va voir aujourd'hui le classement des comptes ROIMCL. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce classement-là? Eh bien, on va l'approfondir. Donc, question de présentation. Eh bien, qui sommes-nous? Qui est l'Académie de formation et de prévention de la fraude et quel est le lien qu'on a avec le crédit? Eh bien, d'abord, l'Académie a été formée en 2020 par moi-même et ma conjointe Claudia, qui est aussi cofondatrice de l'Académie. Et on travaille ensemble tous les deux à démystifier tout ce qui est en lien avec la fraude et le crédit. Donc, on offre plusieurs types de services, dont de la formation en ligne pour les ordres professionnels avec UFC, mais Claudia, elle va s'occuper de la version consommateur. Donc, bientôt, vous allez voir des vidéos qui vont circuler sur la prévention de la fraude. Donc, notre mission, eh bien, c'est d'outiller les professionnels et les grandes entreprises et le grand public à faire face à l'augmentation des cas de fraude au Québec. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce temps des fêtes, c'est complètement dérisoire, c'est complètement fou le nombre de fraudes qui nous assaillent de toutes parts. Je connais plein de personnes autour de moi qui ont été récemment été victimes de fraude ou de tentatives de fraude. Donc, on voit que il y a vraiment une recrudescence et ça va continuer. Et notre objectif, et je vais souvent citer le fameux général Sun Tzu, hein, qui a écrit le livre L'art de la guerre au Moyen Âge. Et Sun Tzu est un général chinois. Et il y avait une célèbre citation qui disait, si tu ne connais ni ton adversaire, ni toi-même, à chaque bataille, tu seras vaincu. Donc, si vous ne connaissez pas comment les fraudeurs vont venir à vous, eh bien, à chaque fois, vous allez vous faire prendre dans les mailles de leur filet. Alors, notre mission, c'est de vous donner les outils pour vous prémunir contre ces fraudeurs-là. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Paquette, je suis vice-président pour le chapitre du Québec de l'Institut canadien du crédit, qui est une association professionnelle de directeurs de crédit pour le Canada. Cette association-là existe depuis 1928, donc ça fait très longtemps. Je suis également consultant en gestion et prévention de la criminalité financière pour l'Académie de formation et prévention de la fraude, qui, elle, aujourd'hui, vous présente cette formation. Alors, l'objectif des mercredis, eh bien, c'est d'aider les professionnels à parfaire vos connaissances en matière de dossiers de crédit consommateur. Ça va vous permettre d'aider vos clients à réaliser leurs projets et aussi de vous aider, vous, dans le contexte économique qu'on vit actuellement où les dossiers sont plutôt difficiles à faire passer et qu'il y a beaucoup d'erreurs sur les dossiers de crédit. Donc, il faut savoir comment intervenir, qu'est-ce qu'il faut faire, le comprendre. Donc, on est là pour vous aider. Et le but de ces formations-là, c'est justement de vous donner ces outils pour que vous puissiez le faire vous-même plutôt que de référer à des cliniques de crédit qui souvent, malheureusement, ne sont pas réglementées par l'Autorité des marchés financiers ou par des organismes de régulation. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des abus, il y a toutes sortes d'affaires, de drôles d'affaires qui se passent dans ce milieu-là. Alors, on veut vous instruire ici par le biais de ces formations. Donc, aujourd'hui, on parle du classement des comptes ROIMCL. Donc, on va se lancer dans le vif du sujet. Donc, on va voir la définition des classements, la signification des cotes. On va voir les erreurs dans les cotes qu'on voit le plus souvent, le ruban des fournisseurs de crédit. Donc, on va voir ce fameux mammifère caché depuis toujours que les institutions financières utilisent pour transmettre l'information mensuellement chez Equifax et TransUnion. Donc, on va aller le voir. Et ensuite, on va voir les deux façons de corriger un classement qui est inexact sur un dossier de crédit. Donc, les facteurs qui influent d'abord l'exactitude de l'information, eh bien, évidemment, il y a la notion du temps, donc la période entre les mises à jour faites par les créanciers. Donc, habituellement, tous les 30 jours, à une certaine date prédéterminée par le créancier, lorsqu'ils vont, par exemple, émettre le relevé ou l'état de compte, eh bien, à ce moment-là, l'information qui est sur le relevé, le solde, par exemple, va être transmis sur le ruban et envoyé tous les mois chez Equifax et TransUnion. Cependant, c'est pas toujours à jour. Parfois, ça se fait
aux 15 jours, des fois aux 30 jours, des fois aux 60 jours. Donc, la notion du temps vient jouer aussi dans ces facteurs-là. Il y a l'information qui est rapportée sur le ruban. Est-ce que l'information, elle est exacte et de fait? Est-ce qu'elle comporte des erreurs? On va voir ça tantôt. Pardon. Et l'entrée de données. Donc, l'entrée de données, lorsque, en tant que professionnel, vous consultez un dossier de crédit et que vous faites une erreur de frappe dans le prénom, le nom ou l'adresse, eh bien, ça vient introduire des erreurs dans le dossier de crédit. Donc, ces trois éléments importants qu'il faut savoir. Et lorsqu'on regarde un dossier, bien, il faut s'assurer que l'information est exacte et de fait. Et il faut valider auprès du client pour savoir si, par exemple, sa carte, elle est rapportée over limit avec un solde qui dépasse la limite, eh bien, est-ce que ce compte-là a été mis à jour? Donc, des fois, le client va avoir payé en partie ou complètement le compte, mais il va être encore affiché avec un solde qui dépasse la limite. Et ça va avoir pour effet d'affecter l'algorithme de pointage. Donc, tout ça, ce sont des facteurs importants à considérer dans le dossier de crédit. Donc, on va aller voir la définition du classement comme tel. Donc, si on commence avec le premier classement, il faut savoir que dans la tête des consommateurs, c'est un petit peu comme nébuleux la compréhension des systèmes de pointage et des codes de crédit. Souvent, les consommateurs vont dire « Ah, moi, mon crédit est R1 ». Ou si vous leur demandez c'est quoi leur pointage, ils vont tous vous dire qu'ils ont en haut de 800, mais quand vous le sortez, vous réalisez que ce n'est pas tout à fait ce que le client avait estimé comme pointage. Donc, les clients vont confondre souvent le pointage, la cote. Ils vont dire que leur crédit est R1 partout, mais c'est pas le fait qu'il soit R1, c'est le pointage qui va avoir une incidence sur la décision du prêteur. Donc, le compte R, c'est un compte de crédit rotatif. Donc, ça représente un compte dans lequel on doit faire un paiement mensuel qui n'est pas toujours égaux. Donc, c'est un paiement qui est variable, établi à un pourcentage de la limite de crédit. Généralement, on parle entre 3 et 5 %. Donc, si j'ai une limite de 1 000 puis je vais avoir un paiement de 50 à faire à tous les mois. Maintenant, ce paiement-là, il y a un délai pour le faire. Ce n'est pas un paiement à une date fixe. Je n'ai pas donné de chèque spécimen. Donc, ça demande une plus grande responsabilité de la part du débiteur ou du consommateur pour faire le paiement avant la date d'échéance. Donc, pour ces raisons-là, les comptes R, c'est les comptes qui vont avoir le plus d'incidence sur le pointage, donc sur l'algorithme. Donc, l'incidence positive si le client paye bien, mais si par contre il ne paye pas bien ou paye en retard, eh bien là, l'incidence sur le pointage va être majeure parce que les comptes R, ce sont les comptes les plus importants. Maintenant, pour que ça ait vraiment une incidence bénéfique sur le pointage de crédit, il faut que la limite de crédit soit d'au moins 1 500. Bon, on entend souvent les cartes Capital One là, avec une limite de 300. Bon, c'est un bon départ pour débuter ou rétablir son crédit, mais ce n'est pas suffisant. Ça prend une limite de 1500. Donc, quelqu'un, par exemple, qui refait son crédit et qui part avec une limite de 300, eh bien, s'il paye bien pendant un an, les Capital One vont augmenter la limite de sorte à éventuellement la monter à 1500, 2000 ou plus. Donc, bien important, les comptes R, c'est ce qui a le plus d'incidence sur le pointage. Et autre chose aussi, dans la façon que l'algorithme va compter le pointage sur un compte classé R, eh bien, chaque fois que le consommateur va dépasser 25, 50, 75 ou 100 d'utilisation, et plus que le solde va monter, chaque fois qu'il va dépasser une braquette, le 25, le 50, le 75, eh bien, il va perdre un peu de points. Donc, la différence entre des cartes pleines puis des cartes vides, ça peut représenter 30 du pointage de crédit. Donc, ça a vraiment une incidence. Alors, c'est important de maintenir idéalement ces cartes en bas de, on dit souvent 60 d'utilisation parce qu'il y a certains pointages que les braquettes, c'est 30, 60, 90. Donc, on dit maintenir, si on a un crédit régulier, là, en bas de 50 d'utilisation tous les compteurs. Mais si, par exemple, on est en situation de réhabilitation de crédit, eh bien, à ce moment-là, c'est préférable de les maintenir en bas de 30 Pardon.
Donc, on continue. Ensuite vient les comptes hauts. Donc, les comptes hauts, ce sont des comptes ouverts à échéance de 30, 60 ou 90 jours. Donc, on parle par exemple ici de comptes de téléphonie cellulaire, de loyer. Oui, oui, vous avez bien entendu. Parce que certains propriétaires d'immeubles qui ont plus de 200 portes, eh bien, peuvent s'inscrire chez Equifax ou chez TransUnion, devenir membres et rapporter les loyers de leur immeuble sur le dossier de crédit. Mais ça prend au moins un minimum de 200 comptes. Ce sont les exigences d'Equifax et TransUnion. Donc, les loyers peuvent être rapportés sur un compte haut sur le dossier de crédit. Cependant, les comptes hauts ne vont pas donner nécessairement beaucoup de points. Ça ne compte pas vraiment comme du crédit comme tel, mais par contre, si c'est mal payé, ça va affecter quand même grandement le pointage. Ensuite vient les comptes classés I, où on fait référence aux comptes à tempérament. Donc, ce sont des comptes à paiement égaux. Donc, on pense par exemple à des prêts auto, des prêts personnels, des prêts épargne, des prêts étudiants, des prêts pour des VR ou toutes sortes de prêts de produits à la consommation. Donc, c'est un bon départ pour commencer son crédit aussi. Quoique les comptes R, c'est ce qu'il y a de mieux, mais le compte I, c'est quand même bon. C'est un compte aussi qui, au moment où vous allez le contracter, donc vous contractez par exemple un prêt auto de 40 000, eh bien, les 12 prochains mois, votre pointage ou le pointage de votre client va être affecté d'à peu près entre 10 et 15 Pourquoi? Parce que la personne vient de s'endetter d'un montant majeur et ça a une incidence sur le pointage. Donc, après un délai de 12 mois, là, le pointage va commencer à remonter. Donc, c'est quand même quelque chose de positif pour établir ou réhabiliter le crédit. Mais les comptes I, ça a vraiment une incidence. Et, ah oui, je vous parlerai un petit peu plus loin des codes d'industrie. Donc, ensuite, les comptes L, ce sont des comptes de location, soit de biens mobiliers ou de crédit bail sur des véhicules, par exemple. Donc, si vous avez une location avec Toyota Crédit ou avec Honda Finance, eh bien, ça sera rapporté comme étant un compte L sur le dossier de crédit. Si vous avez, par exemple, co-signé pour un photocopieur auprès d'une compagnie de location, bien, ça pourrait apparaître effectivement sur votre crédit personnel, si vous avez co-signé ou cautionné. Bref, c'est toujours à la discrétion du fournisseur de crédit de rapporter l'information ou non. Mais toutefois, ça peut aider pour quelqu'un qui est dans un processus de réhabilitation de crédit. Ça peut être considéré aussi comme du crédit établi. Et idéalement, il faut que ça soit quand même un prêt minimum de 2 500 et plus pour que ça ait une incidence favorable là, sur le pointage. Ensuite vient les comptes C, qui sont généralement des marges de crédit qui peuvent être attachées à un prêt immobilier ou une garantie mobilière. Et c'est pas ce qui va donner le plus de points parce qu'il y a vraiment une garantie solide derrière, mais ça va affecter quand même grandement si on paye, si on est en défaut sur ce type de compte-là. Donc, tout ce qui est marge de crédit, bon, pendant un certain temps, les fournisseurs de crédit souvent rapportaient les marges de crédit sur des comptes R. Les marges de crédit hypothécaires, par exemple, à ce moment-là, ça affectait le pointage puisque dès qu'on dépassait un certain pourcentage de la marge, eh bien, ça affectait grandement. Alors qu'ici, l'impact sur le crédit, sur le pointage est beaucoup moindre. Ensuite, on vient avec les comptes M, qui sont les prêts hypothécaires. Donc, les prêts hypothécaires, ils n'ont pas d'incidence majeure sur le pointage. Ce n'est pas considéré comme du crédit rétabli ou établi. Pourquoi? Parce que généralement, les gens vont payer leur maison. C'est la dernière chose qu'ils vont arrêter de payer. La première chose qu'ils vont arrêter de payer, c'est les cartes de crédit, ensuite les prêts personnels, les cellulaires, les prêts auto. Donc, ça va suivre dans cet ordre-là. Donc, les prêts M, c'est les prêts qui ont le moins de risques de mauvaises créances. Donc, ça compte beaucoup moins. Par contre, évidemment, si le client ne paye pas bien, il y aura quand même un impact négatif sur le pointage. Maintenant, on a un exemple ici de comment c'est rapporté
sur le dossier de crédit. Donc, si on va ici en haut, là, on va voir Vidéotron. Je pense que vous voyez mon curseur à l'écran. Donc, on peut voir Vidéotron. Ici, on a le numéro de téléphone. On a le numéro de membre, mais dans le numéro de membre, ici, il y a 2 lettres qui sont là qu'on voit UT. Ça, c'est ce qu'on appelle le code d'industrie. Donc, ça, c'est ce qui vient désigner le type de fournisseur de crédit et le type de produit également. Et ce code-là a aussi un impact dans le calcul d'algorithme du dossier de crédit. Ensuite, on va avoir ici le nombre d'opérations à jour, donc le nombre de mises à jour qui a été fait sur le dossier. Le type de portefeuille, on voit que c'est un compte classé haut, donc un compte ouvert à échéance de 30, 60 ou 90 jours. On voit la fréquence des paiements ici qui est mensuelle. Le type de compte, donc, qui est classé 1. On va le voir sur le classement du type du compte. Le narratif, donc, c'est le message. Ça, on va les voir tout à l'heure, ces messages-là, dans le ruban. On va les reconnaître. Donc, on peut voir ici ce qui a été rapporté. La limite de crédit, il n'y en a pas puisque ce n'est pas un compte classé R. Le montant de la facture le plus élevé a été 299. Le solde est 92 $. La date d'ouverture, la date de la dernière activité. Donc, souvent, les gens vont me demander combien de temps qu'une information va rester sur le dossier de crédit. Eh bien, c'est toujours 6 ans à partir de la dernière date d'activité et ensuite, ça va être purgé du système. Ensuite, on va voir la date rapportée par le créancier, par le fournisseur de crédit. On voit le montant du paiement, montant réel du paiement, le montant en retard, premier retard, montant radié, date de fermeture, il n'y en a pas. Et on peut voir ici, dans les dernières années, le nombre de fois que le client a été rapporté classé 1. On peut voir aussi en 2021, où ce qu'il y a des petites barres là, comme ça veut dire que le prêteur n'a pas rapporté l'information encore à ce moment-là. Et on peut voir ici le nombre de retards 30, 60 et 90 jours. Donc, si on va voir ici plus bas, service des cartes des jardins, on peut voir le code d'industrie qui est un FC. Donc, si on parle d'un compte à versement différé, donc on parle d'un accordé en fait. Donc, on voit que le prêt est rapporté avec la cote O1, avec la cote I1. On voit ici que c'est payé à jour et on voit ici que le crédit le plus élevé a été 3 768. Donc, en ce moment, il est toujours en attente. Il n'y a pas de paiement minimum comme tel là, qui sont exigés, puisque c'est probablement un plan, puisque c'est un plan différé. Il n'y a peut-être pas de paiement avant 12 ou 24 mois. Donc, ça vous donne une petite idée ici de comment l'information est rapportée par le fournisseur de crédit. Mais vous allez voir tout à l'heure sur le ruban qu'il y a beaucoup plus d'informations qu'on le croit et la marge d'erreur est également beaucoup plus grande. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. On va aller voir maintenant la signification des cotes. Donc, lorsqu'un compte est rapporté, soit avec la mention R ou IMCL, avec le nombre 0 qui va suivre, eh bien, ça veut dire trop récent pour être coté, approuvé mais non utilisé. Donc, à ce moment-là, lorsque c'est rapporté avec une cote 0, ça n'a pas d'incidence sur le pointage, ça n'affecte pas l'algorithme. Ça veut dire que la carte est approuvée, mais pas encore utilisée. Donc, c'est le mois suivant où ça va être rapporté avec la cote 1, une fois qu'il y a un premier délai de 30 jours qui s'est écoulé. Donc, si on regarde ici, donc la cote 1, ça veut dire paye dans les 30 jours suivant la facturation et paye conformément à l'entente. Ça veut dire que ça, c'est la meilleure cote de crédit qu'on peut avoir. Ensuite, la cote 2 paye à plus de 30 jours, mais pas plus de 60 jours. 3 paye à plus de 60 jours, mais pas plus de 90 jours, donc 2 paiements en retard. Avec la cote 4, maintenant, paye à plus de 90 jours, mais pas plus de 120. Donc, on est à 3 paiements de retard. La cote 5, donc là, le compte est à moins de 120 jours, là, mais pas encore coté 9. Et généralement, lorsque le compte est classé 5, c'est là que le fournisseur de crédit va prendre une décision. C'est-à-dire, est-ce qu'il va le transférer dans son département de recouvrement? Est-ce qu'il va mandater une agence de recouvrement pour appeler le client ou est-ce qu'il va entamer des poursuites judiciaires? Généralement, dans l'industrie, il y a 10 des fournisseurs de crédit seulement qui vont décider d'entamer des poursuites judiciaires. Qu'est-ce qui va baser leur décision? Mais c'est aller vérifier est-ce qu'il y a de l'actif
réalisable? Est-ce qu'il y a une possibilité de gagner quelque chose? On peut-tu intenter un procès? Est-ce qu'il y a-t-il de quoi saisir? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Si évidemment la personne est sans emploi ou n'a pas d'actifs, eh bien, l'institution ne va pas aller dépenser pour aller chercher un jugement. Donc, à partir de la cote 5, c'est là qu'ils vont prendre la décision vers où ils vont orienter le crédit. La cote 6, vous avez remarqué que ça n'existe pas. En fait, ça n'existe pas au Canada, mais ça existe aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, le compte va être transféré vraiment à une agence de recouvrement qui va aller sur le terrain, donc ils vont se rendre chez les gens. Ici, ça se fait pas. Ici, les agences de recouvrement n'ont pas de pouvoir légaux comme tel, outre que d'appeler ou de faire exécuter un jugement s'ils sont représentés. Donc, s'ils ont eu une procuration pour le faire. Donc, ça, le recouvrement, on va le voir ultérieurement dans un prochain mercredi. On va en parler. Ensuite vient la cote 7. La cote 7, ça veut dire que le client rembourse en vertu d'une ordonnance de consolidation. Donc, on peut parler ici d'une proposition de consommateur ou d'un règlement de dette. Donc, ça, c'est un permis qu'on peut obtenir auprès de l'Office de la protection du consommateur qui nous donne le droit d'être un commerçant de règlement de dette. Donc, ça permet de négocier des dettes auprès d'un créancier et de prendre des ententes. Bon, ça, il y a certains courtiers qui sont allés chercher ce permis-là. Ça permet de négocier avec des prêteurs, mais ça, on en parle dans notre formation sur la correction des dossiers de crédit, la grosse formation de 12 UFC. On explique là-dedans comment le faire. Donc, la cote 7, c'est en lien toujours avec pas une consolidation conventionnelle auprès d'une banque, mais vraiment d'une proposition ou d'une entente faite avec les créanciers à travers soit un commerçant de règlement de dette ou un organisme à but non lucratif spécialisé dans ce qu'on appelle le credit counseling. Et ça, on va avoir ça plus dans l'Ouest canadien et dans les provinces maritimes. Ici, au Québec, on a eu une entreprise qui s'appelait SOS Debt qui le faisait, enfin un organisme sans but lucratif qui était chapeauté par Sheila Copps, mais finalement, ils ont quitté le Québec. Ils n'ont pas. C'était plutôt difficile pour eux puisqu'ils offraient des consolidations à 100 cents dans la pièce. Donc, si par exemple la personne devait 30 000 de carte de crédit, mais il prenait le 30 000, il le mettait sur 60 mois sans intérêt. Il rajoutait un frais de 20 de don par mois qu'il fallait faire à l'OBNL. Donc, ce n'était pas très populaire. Souvent, les gens se retournaient vers des syndics pour faire une proposition. C'était à ce moment-là moins onéreux. Ensuite, la cote 8. Bon, la cote 8, là, c'est un petit peu drôle parce que dans le tableau ici, on voit la cote 8 pour des comptes R. En fait, ça n'existe pas. Les cotes 8, c'est seulement pour les prêts à tempérament ou les prêts hypothécaires, parce qu'on ne peut pas faire une reprise de possession d'une carte de crédit ou d'un téléphone cellulaire, ça ne se fait pas. Donc, les cotes 8, c'est uniquement pour les prêts à tempérament et les prêts hypothécaires. Et il faut savoir que dans les cotes 8, il y a divers messages qui peuvent être apportés, comme par exemple remise volontaire ou remise involontaire. On va les voir ça tantôt. Dans le ruban, c'est bien indiqué. Et il vient ensuite la cote 9. Donc, la cote 9, c'est la plus mauvaise cote, qui veut dire passer aux profits et pertes, mauvaise créance, mise en recouvrement, client disparu. Cette cote-là, généralement, va rester 6 ans après la dernière date d'activité sur le dossier de crédit, mais sachez qu'il est loisible au prêteur de changer la date de dernière activité et de le rapporter un autre 6 ans supplémentaires. Pourquoi? Parce que l'article 18 de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé permet à un créancier, lorsque c'est pour recouvrir une dette, de sortir le dossier de crédit à nouveau ou de rapporter sans avoir besoin du consentement du consommateur. Donc, la dette, elle, peut être prescrite en vertu du Code civil, peut faire l'objet d'une extinction de la dette, mais l'information, elle, ne fait pas l'objet d'une prescription. C'est pourquoi l'information peut être rapportée ad vitam aeternam sur le dossier de crédit. Donc, on va continuer, on va passer à la prochaine. Donc, les erreurs dans les codes qu'on voit le plus couramment. Donc, on va avoir, par exemple, les soldes au compte qui ne sont pas à jour, donc qui ne reflètent
pas la réalité. On va avoir le classement des comptes qui n'est pas le bon, par exemple en matière de faillite ou proposition. Les commentaires aux comptes également qui sont inscrits qui ne sont pas les bons. Les codes ECOA, ce sont les codes de responsabilité. Donc, je vous donne un exemple. Vous regardez vis-à-vis un compte, là, vous allez avoir un I ou un J, mais c'est ce qu'on appelle le code ECOA. ECOA, c'est en lien avec une loi américaine là, qui est associée au Fair Credit Report Act. Ici, au Canada, c'est plus au niveau de la responsabilité, à savoir, est-ce que c'est un compte individuel? Est-ce que c'est un compte conjoint? C'est un compte de responsabilité d'entreprise ou c'est un autre type de compte qu'on va voir tout à l'heure dans le ruban? Je vais vous le montrer. Ensuite, la cote d'industrie qui peut être erronée et l'historique de paiement qui peut comporter des erreurs. Donc, on va aller approfondir ce petit côté-là. Donc, souvent, au niveau des rétrocessions volontaires ou involontaires, donc on parle ici de la remise d'un véhicule. Ce que l'on voit, pardon, ce que l'on voit souvent et ce que les gens ignorent, c'est que dans le prêt automobile, par exemple, il y a des financements, donc des prêts à tempérament, puis il y a des locations. Quand un client va remettre un véhicule alors qu'il est en location, eh bien, c'est la cote 9 qui va apparaître sur le dossier de crédit parce qu'il y a une perte directe. Et à ce moment-là, le client, il est personnellement responsable et la compagnie de location peut le poursuivre pendant une période de 3 ans, qui est la fameuse prescription extinctive, peut le poursuivre ou vendre le compte à une agence de recouvrement et la cote 9 va rester indéfiniment, en fait, elle va rester 6 ans sur le dossier de crédit, mais pourrait être rapportée même plus longtemps. Dans le cas d'un prêt à tempérament, eh bien, à ce moment-là, si le client remet le véhicule durant la vie de 30 jours, c'est-à-dire qu'au moment où il tombe à 60 jours de retard sur son prêt auto, il reçoit un document de la part du créancier qui s'appelle voyons, j'ai eu un blanc tout d'un coup, qui s'appelle, voyons, je m'en rappelle pas. Bon, c'est pas grave. OK. Le document, c'est en lien avec, voyons, je le cherche, je l'ai sur le bout de la langue. C'est un avis de déchéance de bénéfice du terme. Voilà. Bon, je l'ai trouvé. OK. Donc, il reçoit ce document-là et ce document-là dit qu'il y a deux possibilités. Soit qu'il remet les clés immédiatement du véhicule et il est libéré de la dette, ou soit qu'après 30 jours, il va perdre l'avantage de faire des paiements par mois, donc le bénéfice du terme, et le solde du prêt va devenir à échéance et payable en un seul versement. Donc, si le client remet le véhicule durant ce délai de 30 jours, eh bien, à ce moment-là, il va être libéré de la dette. Donc, sur son dossier de crédit, il va avoir la cote 8, mais le solde devrait être à 0 puisqu'il est libéré de la dette. Mais s'il remet le véhicule après cet avis d'échéance de bénéfice du terme, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? C'est que il pourrait être poursuivi. Et souvent, l'institution financière va dire non, non, garde le véhicule, on n'en veut pas. Et là, ce qu'ils vont faire, ils vont aller chercher un jugement, puis ensuite, ils vont procéder à un bref de saisie, de salaire, une hypothèque légale sur la propriété. Ils vont ressaisir le véhicule et là, ça va être beaucoup plus dramatique. Donc, on va éventuellement avoir une formation sur ce volet-là, quoique dans la formation sur la correction des dossiers de crédit, on va approfondir tout ce processus-là de remise volontaire et involontaire. C'est la même chose pour un immeuble aussi. Un immeuble, lorsqu'on est à 2 mois de retard sur son hypothèque, on va recevoir un préavis d'exercice de droit hypothécaire. Donc, c'est un peu l'équivalent dans le prêt personnel, le prêt automobile, qui est l'avis d'échéance de bénéfice du terme. Donc, on va recevoir le préavis d'exercice, donc l'avis de 60 jours. Et là, on va avoir deux choix. Soit qu'on remet les clés à la banque ou soit on paye le dû qu'on se remet à jour. Et là, si on ne remet pas les clés à la banque ou si on ne s'est pas remis à jour, eh bien, la banque va aller chercher ou le prêteur va aller chercher
va aller demander un jugement pour obtenir les titres et reprendre possession de la propriété. Et contrairement au prêt automobile, lorsqu'on remet les clés, on n'est pas libéré de la dette. Ça existe seulement pour le prêt automobile ou les prêts de consommation, mais pas pour les prêts hypothécaires. Bref, c'est un sujet qu'on approfondit là, dans l'autre formation qui est sur la correction des dossiers de crédit. Donc, généralement, ce qu'on voit, les erreurs qu'on voit le plus souvent avec les rétrocessions, quand vous avez des clients qui ont remis des véhicules ou des propriétés, c'est les cotes qui sont mal classées. Donc, parfois, on va voir même des gens qui ont eu un prêt hypothécaire avec Banque nationale ou Banque Scotia, par exemple. Ils ont reçu un préavis d'exercice, ils se sont mis à jour, donc ils ont repayé. Et là, tout va bien, ils payent continuellement, mais sur le dossier de crédit, le prêt hypothécaire est rapporté comme étant M8. Et ça, c'est une erreur. Ça ne devrait pas être rapporté M8. Il devrait être revenu M1 et avec les retards qui sont affichés dans la section des délais antérieurs. Mais malheureusement, c'est inscrit comme si le client avait rétrocédé sa propriété. Ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est des erreurs qu'on voit souvent. Et dans les comptes de location d'auto, quand il y a des remises, eh bien là, il faut savoir, est-ce que le client il a fait une remise volontaire, une remise involontaire, c'est une location, un CVT? C'est tous des petits détails importants à savoir. Et tout ça a une incidence importante sur l'algorithme de pointage. Donc, l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que dans la communauté des créanciers, il y a une entente non écrite, une règle qui dit qu'on n'accorde pas de crédit à un débiteur s'il n'a pas obtenu une quittance des prêts ou jugements en recouvrement. Donc, si, par exemple, il y a un prêt auto que le client a remis le véhicule dans le délai de 30 jours, puis qu'il y a un solde de 16 000 qui apparaît, puis qu'en fait, il ne devrait pas avoir à le payer parce qu'il l'a remis dans le bon délai et le solde devrait être zéro, eh bien, là, si vous soumettez pour un prêt hypothécaire, bien, le prêteur hypothécaire va être exigé d'avoir une quittance. Donc, le client va devoir payer le 16 000 qu'il n'avait pas à payer. Donc, vous voyez, c'est tous des détails importants qu'il faut savoir. Même chose aussi avec les faillites et les propositions. Souvent, lorsque un client est libéré d'une proposition de consommateur, il serait censé sortir son dossier de crédit et faire corriger tous les créanciers qui étaient inclus dans la proposition de consommateur avec la cote 7 plutôt que la cote 9. Pourquoi? Parce que la cote 9, elle, va rester 6 ans sur le dossier de crédit et fait état qu'il y a un montant qui a été passé aux profits et pertes. Alors que la cote 7, elle, va rester 3 ans seulement sur le dossier de crédit et va faire état qu'il y a eu un montant forfaitaire, donc une consolidation, il y a un montant qui a été accepté à titre de règlement. Donc, c'est bien important de faire la différence parce que bien souvent, le client qui est libéré de proposition de consommateur, bien, sa proposition va disparaître 3 ans après qu'il ait remboursé intégralement, mais le compte classé 9, lui, continue de perdurer dans le temps. Donc, ce que ça fait, c'est que le client, sa proposition n'apparaît plus, mais il y a encore des cotes 9 qui apparaissent sur son dossier de crédit. Donc, ça, c'est des erreurs très importantes à corriger. Dans les dossiers de proposition, il y a d'autres choses aussi qu'il faut corriger. Notamment les soldes, puis les messages aussi. Mais les cotes, c'est souvent, je vous le dis, là, dans 100% des dossiers de libération de proposition, il y a des erreurs. Ensuite, même chose aussi dans les cas de faillite. Donc, des comptes qui sont rapportés neufs. La cote, elle est correcte, mais le message rapporté au compte est incorrect et un solde apparaît toujours. Donc, ça laisse croire à l'algorithme de pointage que le montant est toujours dû et que le compte est toujours en défaillance, alors que non, il était inclus précédemment dans la faillite. Donc, c'est toutes des petites erreurs, ça, qui vont affecter le pointage grandement et qu'il faut prendre en considération. Donc, maintenant, on va aller voir le fameux ruban. Qu'est-ce que le ruban? Eh bien, c'est que ça remonte, en fait, dans les premières époques informatiques là, de chez Equifax et TransUnion. On pourrait parler dans les années 80 où c'était une grosse roulette. Là. Pour ceux qui ont des cheveux blancs comme moi, vous allez vous rappeler de ça. Les ordinateurs, c'était 2 grosses roulettes. Là. Puis là, c'était un ruban qui tournait. Puis là, ça téléchargeait. Et puis c'était très lent dans ce temps-là. Ça pouvait prendre des jours. Ça téléchargeait l'information des institutions financières. Ensuite, il y avait quelqu'un qui prenait ces roulettes-là puis qui allait les porter au bureau d'Equifax et TransUnion. Ensuite, ces roulettes-là étaient téléchargées dans la base de données
et le dossier de crédit était mis à jour. Et à l'époque, dans les années 90, ça pouvait prendre 3-4 mois avant qu'un dossier de crédit soit à jour. Donc, des fois, le client avait fait faillite, ça apparaissait même pas sur son crédit encore. Donc, c'est de là que ça vient le terme ruban. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus rapporté sur des grosses roulettes comme ça, c'est rapporté sur des fichiers CSV ou Excel et c'est beaucoup plus rapide, c'est plus complet aussi. Et le fournisseur de crédit, lui, à tous les mois, va envoyer le ruban chez Equifax et TransUnion pour mettre le dossier de crédit à jour. Alors là, je vais arrêter le partage d'écran et je vais vous partager le ruban. Donc, on va faire Stop Share. On va faire ici le partage du ruban. Donc, si vous remarquez ici, ça, c'est le formulaire d'Equifax qui est utilisé par les fournisseurs de crédit. Donc, c'est là-dessus ici que tous les milliers de comptes sont inscrits pour un fournisseur de crédit. Maintenant, si je prends ma souris et je vais ici passer, bon, ça ne marchera pas parce que probablement l'écran est partagé. Non, ça fonctionne. Donc, si je clique dessus, on va voir ici que le prêteur, le fournisseur de crédit, va entrer son numéro de membre, qui va être ici, et c'est obligatoire pour le Canada. Ensuite, ici, l'identificateur de SIC. Ensuite, ici, le numéro de compte. Donc, ici, on dit que le numéro de compte ne doit pas changer, ça doit rester le même. Pourquoi? Parce que si on rentre un nouveau numéro de compte, eh bien, ça va faire une inscription de plus sur le dossier de crédit, une ligne de plus. Et ça, il y a certains prêteurs qui ont une pratique lorsque le compte est changé de département, comme chez Fairstone, par exemple, eh bien, ils vont attribuer un nouveau numéro de compte et ça a comme incidence de créer une nouvelle ligne de crédit. Et là, le client peut avoir 2 comptes à R9 alors qu'en fait, il y en a juste un. Ensuite, si on va ici, on clique sur type de portefeuille. Donc, sur le type de portefeuille, est-ce qu'on voit bien à l'écran? L'écran est bien partagé, je crois. Claudia, est-ce que tu peux me dire si l'écran, on voit bien le ruban à l'écran? On voit bien le ruban à l'écran. Parfait. Donc, je vais juste m'assurer que je n'étais pas tout seul à parler dans le vent. Donc, ici, on voit le type de portefeuille, on voit ce qu'on peut rapporter. Donc, ouvert, renouvelable à tempérament, hypothèque, ligne de crédit, crédit bail. Ensuite, on vient ici, on a le type de compte. Là, remarquez bien, toutes les inscriptions qui peuvent être inscrites pour définir le type de compte et tous ces nombres-là, ces cotes-là qui sont là, ont une incidence également sur l'algorithme de pointage. Donc, on peut voir ici un prêt auto, non garanti, un prêt partiellement garanti, amélioration résidentielle, immobilier, type spécifique reconnu, prêt aux entreprises, éducation, location, ligne de crédit, hypothèque immobilière, billets. Et là, on peut voir la consolidation de créances. Il y a plusieurs messages qui peuvent être rapportés dans cette section-là. Et ça, c'est dans le back-office de la ligne de crédit qu'on voit apparaître sur le compte, sur le dossier de crédit. Ici, rapporter la date à laquelle le compte a été initialement ouvert. Donc, on sait que plus un compte est vieux, plus que ça fait longtemps qu'on l'a sur le dossier de crédit, meilleur l'impact va être sur le pointage. Ensuite, ici, limite de crédit. Donc, on demande ici au fournisseur de crédit d'inscrire la limite. Ensuite, le plus haut crédit accordé. Donc, on peut voir si en cours de route, la limite de crédit a été baissée sur le compte. Ensuite, la durée des modalités. Donc, ici, on peut voir est-ce que c'est un prêt de 60 mois, de 48 mois? Si c'est un prêt hypothécaire, est-ce que c'est renouvelable? Est-ce que, bref, on a ici plusieurs commentaires qui peuvent être entrés. La fréquence des paiements, est-ce que c'est à la quinzaine, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, quadrimensuelle, annuelle? Donc, on peut avoir tous les types de paiements. Le montant du paiement ici, s'il est fixe, et dans le cas d'une hypothèque, ça peut être différent, c'est ce qui est rapporté ici. On peut voir ensuite ici le montant du paiement réel. Donc, le paiement réel à tous les mois. On peut voir ensuite l'état du compte. Donc, certains messages qui vont apparaître. Ensuite, la cote de paiement. Donc, encore là, d'autres inscriptions. Et là, je vais aller, je vais baisser ça ici, ça va me permettre
de faire bouger le curseur. Attendez un petit peu. Voilà. Donc ici, on va aller voir la ligne qui continue. Donc, on a dit ici qu'on avait la cote de paiement. Donc, est-ce que c'est une cession volontaire, prise de possession, compte en recouvrement? Ici, on va avoir à utiliser conjointement avec l'état de compte zone 17A à la cote de paiement. Donc, ce sont des messages qui sont obligatoires pour le Canada. Donc, la créance est payée par les assurances, payée en vertu d'une entente de remboursement partiel, acheté par un autre fournisseur de crédit, service militaire actif, cession volontaire puis remboursé. Donc, vous voyez, il y a plein de messages qui peuvent être là. Est-ce qu'il y a des erreurs qui peuvent s'introduire là-dedans? Oui, mais on ne peut pas tous les voir dans la version Métro 2. Donc, c'est la version de dossier de crédit que les courtiers hypothécaires ont. Dans l'automobile, vous avez une version qui est moins complète, mais ça vous donne une petite idée de toute l'information qui se trouve dans le back-office en arrière et qui vient influer sur l'algorithme de pointage. Donc, je suis sûr que vous étiez loin de vous douter qu'il y avait autant d'informations qui pouvaient être dissimulées derrière l'information que l'on voit sur un dossier de crédit. Donc, par exemple, ici, cote, condition de conformité. Eh bien, si le compte fait l'objet, ici, on parle là, du FCRA, c'est le Fair Credit Report Act aux États-Unis. Ici, en fait, c'est la Commission d'accès à l'information et l'Autorité des marchés financiers qui encadre les pratiques commerciales de Equifax et TransUnion. Et lorsqu'un client va s'adresser à la Commission d'accès à l'information pour un examen de mésentente, donc ça fait partie de ce qu'on appelle les corrections avec recours, ce qu'on apprend dans le cours sur la correction de crédit, eh bien, il y a un message de les lettres qui sont là, qui vont être rapportées sur le compte ou dossier de crédit pour dire que ce compte-là fait l'objet d'un différend, ou le consommateur conteste l'information, ou le compte est fermé à la demande du consommateur en vertu de l'enquête qui a été terminée, ou le compte est fermé à la demande du consommateur et contesté en vertu du FCBA, ou cela n'affecte pas l'exposé de délai antérieur. Donc, il est possible ici, et ça, on ne le sait pas. J'ai posé la question à Equifax, on n'a pas pu me répondre parce qu'on sait que derrière les algorithmes de pointage, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Eh bien, on serait porté à croire que lorsqu'un compte fait l'objet d'une contestation, eh bien, l'impact sur le pointage va être beaucoup moins élevé. Donc, parce que généralement, un consommateur qui va entreprendre une mesure de protection devant la loi pour demander à ce qu'une information soit corrigée, contestée ou retirée, bien, à ce moment-là, ça a une incidence sur le pointage qui va être amoindri. Donc, on va voir ici le solde courant. Ensuite, on va voir les montants en retard. Non, excusez-moi, j'ai manqué d'eau un petit peu. Ensuite, on va avoir une autre colonne pour des montants qui ont été radiés. Donc, si un montant il y a eu un règlement pour un montant moindre. Date de l'information du compte. Ensuite, ici, on va avoir la date de la première défaillance, donc le premier retard. Date de fermeture. Ensuite, la date du dernier paiement. Ensuite, on va avoir aussi le type d'opération consommateur. On va avoir le nom de famille, le prénom. Et là, je vais continuer. Ici, on va tasser doucement. Donc, on a le prénom, on a le deuxième prénom, on a le code de narration. Donc, est-ce que la personne, c'est un junior, un senior ou un docteur? Donc, l'information va être rapportée. Et généralement, lorsqu'il y a une erreur dans supposons que vous avez deux Pierre Tremblay qui restent à la même adresse, là, le père et le fils, un junior et un senior, ça va être marqué à position différente sur le dossier de crédit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une erreur dans les exemples de nom ici. Donc, on peut voir le numéro de l'assurance sociale qui va être entré, la date de naissance. On va avoir le numéro de téléphone, le code d'association. Donc, la responsabilité que je vous parlais tout à l'heure, est-ce que c'est un compte particulier, conjoint? La personne est liée cautionnaire ou hypothèque prise en charge, a un co-signataire, hypothèque terminée, compte commercial, consommateur décédé. Donc, on peut voir ici les différentes informations qui peuvent être rapportées. Ensuite, ici, le code de pays, puis la première adresse
rapportée. Ici, on va avoir la deuxième adresse qui peut être rapportée. Puis, on peut avoir ici la ville, la province, le code postal et l'indicateur d'adresse. Donc, à savoir ici, est-ce que l'adresse a été confirmée? Est-ce que c'est une adresse secondaire? C'est une adresse d'affaires? Toutes ces informations-là. Et la dernière ici, est-ce que la personne elle est propriétaire ou locataire? Donc, imaginez, là, le client s'en va, par exemple, dans un magasin de meubles, fait une demande, et là, il y a des gens là, dans le domaine du crédit qui ont des drôles de pratiques, ils vont toutes les déclarer propriétaires. Donc, tu sais, pour que ça passe plus facile puis que le client soit approuvé. Et dans l'automobile, je sais que ça se fait couramment, cette pratique-là. C'est malheureusement de la fraude, mais ça se fait quand même. Et ce que ça a comme effet, c'est qu'imaginez, vous déclarez que la personne, elle est propriétaire à une adresse, mais Equifax, ils ont acheté JLR. JLR, c'est une base de données qui est connectée directement avec les registres fonciers et qui est en mesure de valider si l'adresse est bien au nom de la personne qui est rapportée ici comme propriétaire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ça devient comme une fausse déclaration, donc ça devient flagué. Donc, est-ce que ça peut avoir une incidence sur le pointage? Ça, je ne le sais pas. Je vous laisse en deviner. Donc, ça vous donne une petite idée de qu'est-ce qui peut être rapporté comme information sur le dossier de crédit. Donc, je vais retourner au partage du diaporama. Alors voilà, donc la question que je voulais vous demander, croyez-vous maintenant qu'il y a plusieurs erreurs qui peuvent s'insérer dans le ruban? Bien oui, puisqu'il y a plus d'une quarantaine de champs où on peut entrer de l'information et chaque petite variable peut avoir une incidence importante sur le ruban. Donc, puisque on a vu ici le ruban, on le fait, on va aller voir ensuite. Donc, il y a deux façons de corriger le classement des comptes sur un dossier de crédit. D'abord, en tant que professionnel hypothécaire, les courtiers, vous avez un formulaire qui est fourni par Equifax, qui est un formulaire d'enquête, de correction, dit 48 heures, mais ça prend à peu près 5 à 10 jours, dans lequel vous pouvez demander certaines mises à jour. Bon, vous ne pouvez pas faire de contestation avec ça, mais vous pouvez faire des mises à jour, comme par exemple des comptes qui ont des soldes. Si ça fait plus de 6 mois que ça n'a pas été mis à jour, vous pouvez utiliser votre formulaire pour le faire. Vous pouvez demander, par exemple, à faire apparaître une correction, là, en fait, un solde, un compte payé pour une agence de recouvrement ou un compte d'un jugement. Bref, il y a certaines choses que vous pouvez faire avec ça. Certificat de libération, des comptes qui nécessitent des mises à jour. Mais vous ne pouvez pas tout faire avec ça. Il y a certains cas où ça va prendre des procédures devant la loi pour le faire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour corriger des classements qui sont erronés? Bien, il y a la méthode sans recours. La méthode sans recours, c'est celle la plus couramment utilisée. C'est soit en utilisant votre formulaire d'Equifax fourni pour les courtiers hypothécaires ou en utilisant le formulaire de correction sur le site d'Equifax pour les consommateurs. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut utiliser, mais il n'y a pas de recours. C'est-à-dire que si Equifax vous répond ou TransUnion vous répond qu'il n'y a rien à faire et que ça va rester là 6 ans, bien, vous n'avez pas de recours. Vous ne pouvez rien faire. Maintenant, avec recours, il faut savoir que depuis 1994, il y a une loi qui encadre la mise à jour et la correction et la contestation d'informations sur le dossier de crédit, pardon, de m'étouffer comme ça, mais la majorité des gens l'ignorent. Et cette procédure-là, c'est ça qu'on enseigne dans notre formation sur la correction des dossiers de crédit. Parce que la correction sans recours, bien souvent, si on ne corrige pas l'information à sa source, c'est-à-dire chez le créancier, eh bien, l'information va revenir lors de la prochaine mise à jour. Et souvent, les clients sont fâchés à cause de ça. Et si vous allez sur le site d'Equifax et TransUnion, vous allez voir les Google Reviews, vous allez voir que dans les messages, les gens rapportent souvent cette problématique-là, où ils ont fait corriger une information, puis 3-4 mois plus tard, c'est revenu. Et là, ils sont en beau fusil. Ce n'est pas la faute d'Equifax. C'est que l'information, elle a été demandée à Equifax et TransUnion d'être corrigée, mais le fournisseur de crédit, lui, quand il envoie son ruban, il ne l'a pas corrigé à la base. Donc, l'erreur revient.
Et là, ça se répète comme ça, sans cesse, comme du mauvais karma. D'une vie après l'autre, un mois après l'autre, l'information se rapporte en dérogatoire. Et là, le consommateur est frustré. Donc, il y a une façon de changer l'information en allant à la source avec la loi. Et la loi oblige autant Equifax que l'institution financière à apporter le correctif. Et si ce n'est pas fait ou si c'est mal fait, eh bien, il y a des dédommagements possibles, il y a des amendes et il y a des dispositions avec la loi qu'on peut justement demander réparation. Donc, c'est ça qui est enseigné dans notre formation sur la correction des dossiers de crédit. Donc, si vous voulez aller plus loin, puis apprendre là-dedans, mais sachez qu'on offre trois volets. Donc, on a un volet de coaching. Si vous ne voulez pas faire le cours sur la correction de crédit, on peut vous coacher. Donc, si, par exemple, vous avez besoin de conseils à comprendre un dossier de crédit, à démystifier, vous voyez une problématique, vous dites, mais je ne sais pas quoi faire avec ça, vous pouvez m'appeler. On charge à ce moment-là 100 et on va vous donner des explications. On peut vous coacher là-dessus. Maintenant, si vous avez suivi le cours sur la correction des dossiers de crédit, eh bien, à ce moment-là, le coaching est seulement 50 $. On peut, dans les deux cas, vous référer des entreprises ou des professionnels ou des courtiers qui font de la correction. Donc, ça peut vous aider ou vous avez au moins une porte de sortie où référer votre client. Ensuite, il y a la formation qui est accréditée par le programme de formation continue de l'Autorité des marchés financiers en courtage hypothécaire qui donne 12 UFC. Et de ces 12 UFC-là, il y en a 7 qui sont applicables pour dirigeants responsables. Donc, c'est pour le module 2 et le module 3. Donc, cette formation-là, vous pouvez apprendre vous-même comment conseiller les clients ou comment les corriger. Et il y a une formation qui s'offre en entreprise dans la mesure où vous désirez soit vous-même offrir le service de correction, donc démarrer une entreprise de correction de crédit. Vous pouvez le faire, on va vous coacher pour le faire, on va vous donner tous les outils que vous aurez besoin et on va vous aider à le mettre sur pied puis à démarrer. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont approché pour ça. Ça, à ce moment-là, bien, c'est un service soit d'accompagnement que vous pouvez faire avec les clients ou d'en tirer carrément un revenu. C'est de la correction faite avec avocat. Donc, il y a tout un processus à mettre en place qui est assez fort simple, mais qui peut être intéressant. Donc, voilà. Maintenant, la formation sur la correction des dossiers de crédit, je vous donne un petit topo là-dessus. D'abord, dans le premier module, ce qu'on va aborder, c'est l'historique et l'esprit des dossiers de crédit. Donc, à quoi ça sert? Comment c'est arrivé? C'était quoi l'esprit derrière ça? L'encadrement de la loi. Donc, c'est quoi les lois qui s'appliquent en matière de correction? C'est quoi les normes de réhabilitation? Donc, on va voir toutes les pratiques qui sont en lien avec ça. On va voir les évaluations et diagnostics du dossier de crédit, combien on gagne de points, combien on en perd selon les différents dérogatoires. Donc, vous allez devenir une genre de Jojo Savard ou de, là, je dis ça pour rire, mais vous allez être capable de prédire la perte de points et le gain de pointage. Donc, vous allez parler à un monsieur client. Moi, je regarde votre dossier de crédit. Ici, là, vous avez eu telle et telle erreur. Donc, ces deux erreurs-là vous font perdre exactement à peu près entre 65 et 85 points. Donc, si on fait telle action, on va être capable de réhabiliter votre dossier. Donc, on va regagner environ 50 à 60 points. Donc, vous allez devenir un genre de docteur du dossier de crédit et vous allez être en mesure de prédire la perte et le gain de pointage. Ensuite, les interventions à déterminer, il faut savoir, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une contestation qu'on va faire ou c'est une mise à jour ou un règlement de dette qu'il faut faire? Donc, c'est tous ces éléments-là que vous allez apprendre. Ensuite, les recherches d'informations dans les bases de données, où on va chercher des quittances, des libérations, des déclarations de satisfaction du jugement. Il y a toutes les informations sont disponibles en ligne, pas besoin de courir après le client pour lui demander ses papiers. On vous donne les bases de données où aller les chercher. Et ensuite, les incidences sur les pointages, donc les pertes de points par délinquance. Donc, on va voir ça dans le module 1. Et sachez que le module 1, il est donné la semaine prochaine en matinée de 7 h à midi. Donc, c'est enregistré. Donc, vous pouvez le voir et le revoir. Vous y avez accès pendant presque un an où vous pouvez le réécouter de nouveau. Dans le module 2, c'est là qu'on voit la mise à jour avec recours, donc les procédures
de rectification avec la loi sur la protection des renseignements personnels. C'est super simple. Vous allez voir, c'est d'une facilité déconcertante et vous n'avez pas de responsabilité en tant que courtier. Vous n'avez pas d'obligation de résultat. Vous avez une obligation de moyens. Donc, une fois que vous avez fait la première étape, la demande de rectification, si ça accroche, c'est un avocat de la commission d'accès qui va s'en occuper, qui va prendre le dossier en charge. Donc, vous en lavez les mains. C'est une étape très simple et les corrections vont se faire. Ensuite, vous allez apprendre la négociation de dette. Donc, ça, c'est par exemple quelqu'un qui doit 50 000 à RBC, puis là, il y a un montant pour régler, vous voulez régler pour un montant moindre, d'obtenir une cote 7, ça se fait. On explique comment. Les dossiers d'insolvabilité, comment on corrige ça? C'est quoi les ententes qu'il y a avec Equifax et TransUnion parce qu'il y a des procédures simplifiées. Vous allez apprendre ça là-dedans. Les processus de rétrocession, on a parlé un petit peu tantôt. Comment ça s'opère? Comment ça fonctionne? C'est quoi les étapes? Comment on conteste une information en vertu de la loi? Donc, quelqu'un qui dit « Hey, ce compte-là, c'est pas à moi », il s'adresse à Equifax. Equifax dit « Ah, c'est ton adresse, c'est ton numéro d'assurance sociale, fait que ça va rester là pendant 6 ans. » Comment on fait pour le contester puis que ça soit retiré dans les 30 à 90 jours suivant la contestation? La réhabilitation du pointage, c'est quoi les outils qui vont permettre de remonter le pointage dans toutes circonstances? Et la loi sur les agents d'évaluation de crédit. Donc, tout ce qui entoure la contestation avec la Commission d'accès à l'information, les verrous sur les dossiers de crédit, les alertes de fraude, tout ce qui entoure ça, on va voir ce que la loi vient encadrer. Et dans le module 3, là, on va voir tous les dossiers qui sont liés à le vol d'identité, par exemple. Donc, comment on corrige un dossier que la personne a été victime de fraude ou d'usurpation d'identité. Donc, faire la différence entre une fraude à l'identité et une usurpation d'identité. Comment on conduit l'interrogatoire donc avec la victime pour savoir l'aider à voir corriger son dossier. L'identification du stratagème, arrêter l'hémorragie, parce que quelqu'un qui s'est fait voler son identité, là, si on n'arrête pas l'hémorragie, qu'on ne trouve pas la source du problème, et même si on essaye de corriger, les fraudeurs vont continuer à rapporter de l'information dérogatoire sur le dossier de crédit et ça peut durer plusieurs années. Donc, on apprend tout de suite à stopper l'hémorragie. Les étapes de la correction, les déclarations solennelles de vol d'identité, donc il y a une façon de compléter ça, et les couvertures offertes par les compagnies d'assurance. Les gens ignorent ça, mais il y a des couvertures qui vont couvrir vos frais si vous chargez des frais aux clients et ça va même payer des fois pour le remplacement du téléphone cellulaire, ça va payer pour les frais de déplacement. Il y a plein de choses que les assureurs couvrent, que les gens ignorent puis ils ne font jamais de réclamation. Vous allez pouvoir aider votre client là-dedans. Donc, en gros, ça vous donne une petite idée de ce que la formation sur la correction des dossiers de crédit comporte. Et il y a plein d'autres atouts avec ça. On a une page Facebook où on échange l'information avec les membres qui ont suivi la formation. On a des rencontres Zoom. On a les documents de correction qui sont toujours à jour et disponibles sur un nuage. On vous fournit déjà toutes des templates prêts à utiliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre le nom du client, son adresse, le nom de la banque. Vous envoyez ça. On offre un rabais de 50% sur le coaching lorsque vous prenez la formation. Le module 2 et le module 3 vous offrent des UFC à titre de dirigeant d'agence. Et on a encore jusqu'au 20 décembre le rabais de 600 $. Donc, vous rentrez le code promo rabais 600. La formation a un prix de 2097. Moins le rabais de 600, ça fait 1497. Si on finance ça sans intérêt, sans encas de crédit sur 12 mois, c'est 110 $ par mois. Donc, ça ne vaut pas la peine de s'en passer. Vous faites un dossier que vous allez sauver, puis votre formation, elle est payée. C'est extrêmement rentable de faire ça, puis ça vous donne aussi une plus grande crédibilité auprès de vos clients parce que vous maîtrisez complètement les dossiers de crédit. Le 20 décembre prochain, on va parler des comptes en recouvrement. C'est quoi le mystère de ça sur le dossier de crédit? Comment on les règle? Comment on peut les retirer? C'est quoi les dispositions, la responsabilité? On va tout voir ça. Et j'ai eu beaucoup de demandes aussi pour, en janvier, préparer un mercredi sur les stratégies de sortie. En ce moment, là, vous faites beaucoup de refinancement avec des dettes
Il y a des clients que leur pointage n'est pas assez élevé. Il y a des questions de proposition de consommateurs là-dedans. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire un prêt privé parce que il y a pas assez de marge puis il y a trop de dettes. On va vous donner tous les trucs, comment faire. Donc, en décembre, le 20 prochain, on va parler des comptes en recouvrement. Et en janvier, on va parler des stratégies de sortie, les trucs à utiliser là, pour préserver le dossier de crédit et régler beaucoup plus rapidement. Saviez-vous qu'on peut faire des propositions payables d'un coup avec un prêteur privé, le client est libéré tout de suite et 3 mois plus tard, 3 ans plus tard, tout est disparu du dossier de crédit, de sorte que le client, son renouvellement va avoir un taux qui va être normal. Donc, c'est toutes des stratégies qui sont intéressantes à savoir et on va en parler en janvier prochain. Alors, à ne pas manquer. Donc, on arrive à la période de questions. Claudia, est-ce qu'il y a des questions pour moi? Oui, Sylvain, il y a des questions pour toi. Donc, la première question qu'on a eue un peu plus tôt dans la formation, c'était pourquoi est-ce que lorsque je vois le rapport de crédit dans la présentation, c'est différent de celui que je reçois comme courtier hypothécaire, celui que nous, on a présenté était plus détaillé. Oui, en fait, c'est que maintenant, les courtiers hypothécaires, ils ont deux versions de dossier de crédit. Ils ont l'ancienne version de Métro 2 et il y a la nouvelle version. Et ce n'est pas tous les agences hypothécaires qui travaillent avec la nouvelle version. Alors, j'ai apporté la nouvelle version qui est un petit peu plus complète. Donc, la version antérieure, elle est plus facile à lire. En tout cas, moi, je trouve, là, la version que les courtiers utilisaient précédemment est plus facile à lire. Par contre, la nouvelle version, elle est beaucoup plus complète. Il y a plus d'informations sur la fiche de crédit, mais c'est plus facile, c'est plus difficile à interpréter au premier coup d'œil. Merci Sylvain. Donc, la prochaine question qu'on a, c'est une entrée d'information lors d'une demande de rapport de crédit, comme par exemple l'utilisation de majuscules et de minuscules. Est-ce que ça a un impact? Non, ça n'aura pas d'impact sur le dossier de crédit puisque en fait, l'information va se rapporter comme elle a été entrée. Mais les fournisseurs de crédit, eux, quand ils envoient le ruban tous les mois, bien, l'information se met à jour automatiquement sur le dossier de crédit. Donc, si, par exemple, un fournisseur de crédit l'entre en majuscule, bien, ça va venir se corriger automatiquement en haut, ça va se mettre en majuscule. Le prochain va le mettre en minuscule, puis ça va s'alterner comme ça. En tout cas, je crois que c'est comme ça que ça se fait, puisque ça repose sur des bases de données en CSV puis en fichier Excel. Donc, dès qu'on change des tabulations, bien, ça vient automatiquement changer la base de données. Moi, je serais prête à croire que oui. Merci Sylvain. Si un client rembourse plus rapidement sa proposition, comme par exemple 2 ans au lieu de 5 ans, la présence au bureau de crédit sera-t-elle quand même 3 ans ou de 3 ans après le terme de 5 ans? C'est toujours 3 ans à partir du remboursement intégral. Donc, la chose qui est importante lorsqu'on fait ça, c'est qu'il faut s'assurer qu'au moment où on va faire les corrections au dossier de crédit, que les créanciers restent 3 ans, ceux qui sont rapportés 7, qui restent 3 ans après la libération de la proposition. Parce qu'en principe, okay, le fournisseur de crédit, lui, lorsqu'il est inclus dans une proposition, va recevoir à tous les années un dividende du syndic. Okay? Donc, le syndic va y envoyer sa portion d'argent pour laquelle il a voté puis qui a été approuvé, va y envoyer pendant 5 ans l'argent. Et à chaque fois que le prêteur reçoit de l'argent, en général, il va faire une mise à jour sur le dossier de crédit. Donc, il va venir changer la date d'activité. Maintenant, ils ne le font pas tous. Donc, ça fait en sorte que des fois, il y a de l'information qui va disparaître. Heureusement, on ne s'en plaint pas, mais il y en a d'autres qui vont perdurer. Comme par exemple BMO, à chaque fois qu'ils reçoivent un versement du syndic, un dividende, puis ils viennent mettre à jour le dossier de crédit. Donc, il faut s'assurer qu'au moment où la libération de la proposition elle est faite, donc le remboursement intégral, qu'on change ces dernières dates d'activité-là. Sinon, après 3 ans, on va devoir faire une correction puis dire que ces comptes-là doivent être radiés parce qu'ils étaient inclus dans la proposition et que ça a dépassé le 3 ans.
Merci Sylvain. Ensuite, on a une question. Étant courtière hypothécaire, est-ce qu'on peut démarrer une entreprise de correction de crédit? Je pense qu'on aimerait un peu plus d'informations à savoir comment ça peut s'inscrire en tant que courtier hypothécaire. OK. En tant que courtier hypothécaire, vous pouvez offrir de l'accompagnement à vos clients. Libre à vous de charger des frais. Mais il y a certaines agences qui disent, ben nous, on préfère que nos courtiers accompagnent les clients, comme Multiprêt. Ils vont dire, ben on ne charge pas aux clients, mais on fait de l'accompagnement. Donc, ils vont rédiger les lettres, ils vont utiliser les templates là, qu'on donne au courtier, puis le courtier va l'envoyer à son client, puis ils vont faire les corrections comme ça. Ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon, il y a d'autres agences qui disent, ben ça, on laisse ça libre à nos courtiers, ça leur appartient. Donc, le courtier, à ce moment-là, peut avoir une entreprise de correction de crédit, mais ça doit être à part de son cabinet de courtage. Ça ne peut pas être fait à même le cabinet, puisque si à ce moment-là, il offre un service de correction, puis qu'il va, par exemple, charger un frais de 1 500 $ pour avoir recours au service d'un avocat, faire les corrections, puis de faire rapporter l'exercice comme un prêt sur le dossier de crédit, ça doit être absolument une entreprise qui est à part. Donc, par contre, le courtier, dans son service d'accompagnement, il peut charger des frais aussi. Tu sais, si un exemple, il dit, ben écoutez, monsieur le client, je vais faire vos demandes de rectification, je vais les écrire pour vous, puis vous allez les envoyer, puis moi, je vous charge X dollars, mais ça, il est en droit de le faire. Et c'est pas interdit par l'AMF, au contraire, c'est encouragé dans les deux façons, puisque c'est dans votre mandat d'aider le client à obtenir son prêt hypothécaire. Et si vous le faites toujours dans l'objectif que l'atteinte, c'est d'arriver à un prêt hypothécaire, c'est correct. Si vous faites de la correction de crédit avec pignon sur rue, puis pour aider des gens à s'acheter des autos ou se faire financer des pneus chez Canadian Tire, là, ça ne rentre pas dans votre cadre d'activité. Puis Equifax pourrait vous retirer votre droit d'obtenir des dossiers de crédit, puisque là, vous dépassez le mandat pour lequel votre agence vous a donné un accès au dossier de crédit, qui est de faire du prêt hypothécaire. Je ne sais pas là, si je m'explique bien, là, mais le courtier, je récapitule de façon simple, le courtier peut accompagner le client, il peut le faire gratuit ou y charger des frais. Ça, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas d'obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. Donc, vous ne pouvez pas être poursuivi pour ça par le client, puis il ne peut pas porter plainte à l'AMF contre vous pour ça. Ça, c'est une chose. Si vous voulez en faire une entreprise, mais là, ça, vous êtes mieux de partir une compagnie à part, l'appeler Crédit XYZ ou Correction Crédit Machin. Puis là, vous partez votre compagnie, et ça, je peux vous accompagner là-dedans. Mais attention, il ne faut pas que ça rentre en conflit avec ce que vous faites. Vous ne pouvez pas faire votre compagnie là. Puis, si ce n'est pas pour un prêt hypothécaire, c'est pour financer un auto, sortir le dossier de crédit à travers votre firme de courtage. Parce que là, il va y avoir un problème au sens de la loi. Est-ce que ça a bien répondu? Je crois que oui, Sylvain, on a épuisé toutes les questions. Donc, merci à tous d'avoir participé. On se voit au prochain mercredi, le 20 décembre. Donc, je pensais qu'il y avait une question, donc c'est un merci. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-moi un courriel, ça va me faire plaisir. Je suis ouvert. Donc, ça va me faire plaisir de vous aider ou de traiter un sujet là, que vous avez besoin, comme c'est le cas là, où plusieurs courtiers m'ont demandé de parler des stratégies de sortie en janvier. Donc, pourquoi je ne le fais pas le 20 décembre? C'est que le 20 décembre, la majorité vont être en vacances. Donc, vous allez manquer quelque chose d'important, donc je vais le faire en janvier. Donc, au plaisir de vous revoir bientôt au prochain mercredi. Merci et passez une excellente journée et passez d'excellentes fêtes. Au revoir.